Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors bienvenue sur de la deuxième partie de ce cours. Alors aujourd'hui on va parler de la réplication. Donc, peut-être que c'est mieux si les slides s'affichent. Alors une petite seconde. Voilà. Donc on va parler de la réplication. J'ai mis ici une petite vidéo, c'est de nouveau une vue d'artiste. Je vous montre juste à peu près le travail que font les hélicases, dont on va voir un peu plus tard. Donc les hélicases, leur rôle, c'est simplement de séparer le double brin d'ADN pour permettre la réplication de l'ADN. Et j'aime bien parce que même si ce n'est pas la vitesse réelle, en réalité c'est beaucoup plus lent que la vitesse réelle, ça donne déjà une impression de la vitesse à laquelle on peut imaginer que les réactions enzymatiques dont on va parler aujourd'hui fonctionnent. Donc si on revient sur la structure de ce cours et sur le rôle de l'ADN, c'est la seule des molécules que vous allez étudier pendant ces prochaines heures qui, à l'exception près de quelques virus, peut se répliquer en fait. C'est-à-dire qu'elle est vraiment la raison d'être du matériel génétique, c'est de pouvoir se répliquer, donc de pouvoir produire d'autres molécules d'ADN. Donc on va parler de ça aujourd'hui et on va diviser le cours en beaucoup de petits points pour essayer de construire petit à petit, avec plus de complexité, la façon dont ce phénomène fonctionne. Donc, on va commencer par les théories de la réplication. La réplication est typiquement semi-conservative, mais vous allez voir qu'au début, on avait d'autres modèles qui coexistaient sur la façon dont la molécule d'ADN est répliquée. Ensuite, on va voir les yeux, les fourches, et ce qui a été plus récemment décrit comme les domaines de réplication. L'ADN ne se réplique pas d'un bout à l'autre des chromosomes, mais par petits domaines. Ensuite, on va prendre la première approche qui a été faite pour décrire ce phénomène de la réplication de l'ADN, qui est une approche constructiviste, biochimique, où on essaie de la reproduire dans un tube à essai, à bien différencier en science avec les approches de type génétique, où on prend le modèle dans son ensemble et on enlève un composant pour voir s'il fonctionne toujours et pour comprendre quel est le rôle de ce composant. Ensuite, on va rentrer dans les détails de la synthèse de l'ADN, l'initiation de la réplication, l'élongation de la réplication, donc ça, c'est ce qui permet l'entier du système de se répliquer, la fidélité lors de la réplication qui est absolument important. Vous savez, dans un organisme biologique, il y a un intérêt à être fidèle, c'est-à-dire à répliquer les choses à l'identique, mais pas complètement. Il faut laisser de la place pour les erreurs. C'est essentiel pour le principe même d'évolution qu'il puisse y avoir des variations qui émergent. On parlera ensuite du problème topologique de la réplication, des télomères et des applications. Alors ça a l'air long comme ça, mais en fait c'est le cours le plus léger en termes de contenu des trois cours, donc c'est plus léger que le premier à mon avis. Et tous ces petits chapitres sont relativement courts. Alors, démarrons avec la réplication semi-conservative. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ça ? Il y avait plusieurs modèles de réplication. Donc, on a parlé la semaine prochaine, mercredi passé, de la double hélice d'ADN. Si vous voulez produire plus de double hélice d'ADN à partir d'une double hélice, vous avez en gros 3 façons de le faire. Le premier ici, le modèle conservatif, où l'entier de la double hélice est répliqué. C'est-à-dire vous prenez une double hélice, vous en faites une autre. Le deuxième modèle, le modèle semi-conservatif, là, vous produisez à chaque fois, vous séparez la double hélice d'une certaine façon, et vous produisez à chaque fois un nouveau brin complémentaire au brin parental, à la matrice parentale. Donc vous avez une dilution, si vous voulez, d'un des brins dans la deuxième génération qui se met en face d'un nouveau brin nouvellement synthétisé, et ainsi de suite par génération. Ça, c'est le modèle semi-conservatif. Donc chaque brin, et non pas chaque hélice, chaque double hélice, chaque brin est ici répliqué. Et finalement, le modèle dispersif, où simplement vous avez des petits bouts de nouveaux polynucléotides de chaque côté des deux brins. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Celui-là, il fallait quelque part le proposer, parce que on peut intellectuellement le concevoir, mais comprendre un mécanisme qui pourrait expliquer ce dernier modèle dispersif, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà les 3 modèles qui se disputaient la place sur la table à l'époque.
Et maintenant, une expérience qui a pu faire la différence entre ces trois modèles, c'est l'expérience de Mendelssohn et Stahl. Et donc une expérience extrêmement simple, où tout simplement ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des bactéries et ils l'ont incubé dans de l'azote 15. C'est un azote qui est lourd, c'est un isotope de l'azote qui est plus lourd que l'azote 14, qui est l'azote non radioactif, celui qu'on retrouve en gros dans la nature en plus grande abondance. Et ensuite, ils ont incubé ces bactéries avec cet azote 15, puis ensuite ils les ont laissées se diviser plusieurs générations pour voir quel était simplement le poids de la double hélice. Donc on commence une culture dans de l'azote 15, donc tous les atomes de notre double hélice vont être lourds, et ensuite on le transfère dans un milieu léger, et progressivement les nouveaux atomes qui sont disponibles vont être intégrés dans les doubles hélices suivantes, et on va pouvoir regarder comment est-ce que le poids des nouvelles doubles hélices migre. Donc la question, ça va être quelle est la densité des nouvelles hélices double brin lors des générations suivantes. Donc, il a fallu aussi, pour cette expérience-là, trouver une façon de distinguer des doubles hélices qui sont lourdes et des doubles hélices qui sont légères. Et pour ça, ils ont mis en point, donc, dans cette expérience-là, une nouvelle technique de centrifugation dans un gradient de césium. Donc, c'est comme si vous centrifugiez dans de l'eau, sauf que vous mettez du sel, non pas n'importe quel sel, mais du césium dedans, pour que la densité de l'eau, en l'occurrence de ce gradient, soit tellement grande que l'ARN soit arrêté, l'ADN soit arrêté en fonction de son poids dans la centrifugation. Et ensuite, vous regardez où est-ce que cet ADN se retrouve dans l'éprouvette une fois que vous avez centrifugé. Donc, l'idée est très simple. Si vous avez de l'ADN léger, il va migrer plus lentement, donc il va se retrouver plus haut dans le tube, parce que simplement il est plus léger. L'ADN lourd, qui contient uniquement, par exemple, de l'azote 15, va se retrouver plus bas, et tout ce qui est ADN hybride se retrouvera donc au milieu. Donc maintenant, ils font leur expérience et ils distinguent entre ces trois types de poids moléculaires. Donc l'ADN parental, donc les bactéries qui ont été cultivées dans de l'azote lourd, finalement, c'est logique, elles se retrouvent tout leur ADN se retrouve au bas de l'éprouvette, donc c'est de l'ADN lourd. Ça montre juste que leur expérience a fonctionné. Mais ça, c'est compatible avec les trois modèles. Première génération de bactéries, une seule division, d'un coup, on remarque de l'ADN de taille moléculaire intermédiaire. D'accord ? Ça veut dire déjà que le modèle conservatif n'existe plus, n'est pas possible, parce que simplement ce modèle-là ne permet pas d'avoir un poids moléculaire intermédiaire. Donc il reste encore les deux autres modèles qui sont en cours, et là on regarde une génération plus tard, et une génération plus tard, on a de l'ADN de poids moléculaire intermédiaire et de l'ADN de poids moléculaire léger. En gros, c'est impossible que le modèle soit donc dispersif. Il n'y a qu'un modèle qui est compatible avec ces trois images, qui est le modèle semi-conservatif, c'est-à-dire qu'on produit à chaque fois un nouveau simple brin à partir d'une matrice simple brin. Donc on reproduit à chaque fois un des deux doubles brins de l'ADN maternel. Donc chaque brin est utilisé pour faire une copie, et il était en réalité relativement compliqué de toute façon d'imaginer une machinerie pour faire fonctionner les autres modèles. On l'a vu l'autre jour, quand on voit la structure de l'ADN, ça paraît assez clair que pour produire une nouvelle copie, on a besoin de lire un des deux doubles brins de la copie originelle. C'est assez logique finalement que ce soit celui-ci qui gagne, que ce soit ce modèle-ci qui gagne, mais bien entendu qu'à ce moment-là, il fallait le montrer, il fallait le démontrer. Donc ce qu'on a, c'est simplement ça qui se passe. On a une molécule lourde qui est copiée et donc produit deux molécules dites hybrides, c'est-à-dire de poids intermédiaire, avec un brin lourd, un brin léger. Et à la deuxième génération, on a ensuite des nouvelles molécules qui sont uniquement faites de brins légers et toujours une série de molécules hybrides, brin lourd, brin léger. Okay. Donc, en fait, tout simplement, c'est comme ça qu'on peut continuer cette réplication à l'éternel. J'ai mis ici, c'est en gros la même slide qui montre la même chose avec juste une ou deux générations supplémentaires. Et de nouveau,
C'est une slide qu'on a vue lors du dernier cours. On se rend compte, quand on sépare cette double hélice d'ADN qui a été caractérisée par Watson et Crick à l'époque, qu'on peut reproduire un nouveau brin en copiant de façon complémentaire la séquence du brin opposé. Ça veut dire que si j'ai un brin S et S' complémentaires, que je les sépare, il est facile de produire un nouveau brin S' à partir de mon brin S, et à l'inverse, un nouveau brin S à partir de mon brin S' original. Tout simplement en prenant en compte les règles de la complémentarité, c'est-à-dire qu'en face d'un A, il y a un T, et en face d'un C, il y a un G. Cette réplication, il faut toujours la replacer dans le contexte de la cellule, elle ne se passe pas à n'importe quel moment du cycle cellulaire. Il y a des moments où l'ADN est répliqué, parce qu'évidemment, quand il est répliqué, il est moins disponible pour toutes les autres fonctions de la cellule. La transcription, qui est extrêmement importante, il est peut-être aussi plus fragile en termes de potentiel de mutation, de cassage, de cassure, etc. Donc la cellule a une phase dédiée qui s'appelle la phase S, qui est juste après l'entrée dans la phase du cycle cellulaire, la phase S pendant laquelle la cellule va répliquer son ADN. Ensuite, on aura une phase G2 et ensuite on aura l'entrée en mitose plus tard. Donc on a un moment dédié du cycle cellulaire. Si vous prenez une population de cellules qui se divisent et que vous mesurez dans chacune de ces cellules la quantité d'ADN que vous avez, vous pouvez tout à fait voir ces cellules qui sont en phase S. Donc ici, ce que vous avez dans ce graphe, c'est ici sur l'axe des Y le nombre de cellules et sur l'axe des X, vous avez une quantité ici relative d'ADN par cellule. Vous voyez que vous avez une grande partie des cellules qui ont en gros une copie de leur génome, d'accord ? Et ensuite, vous avez une plus petite partie de cellules qui ont 2 copies de leur génome. Pourquoi elles ont 2 copies de leur génome? Parce qu'elles ont fini de synthétiser le génome, donc elles en ont fait une copie complète, mais elles ne l'ont pas encore distribué dans 2 cellules filles. Et ensuite, vous avez plein de cellules qui sont juste ici, entre deux, d'accord? Et ces cellules-là, c'est simplement des cellules qui sont en train de répliquer leur ADN. Comment est-ce que l'ADN est répliqué? On aurait pu penser à la base qu'on prend un chromosome, on commence d'un côté et puis on le copie en entier. Sauf que les chromosomes, certains chromosomes humains font plusieurs centaines de millions de nucléotides. Ce n'est pas une façon très efficace d'y arriver. Et on s'est vite aperçu, même en regardant des chromosomes beaucoup plus petits chez la bactérie, que les choses étaient faites un peu différemment. Si vous regardez au microscope électronique un chromosome bactérien ici à droite ou un plasmide bactérien, vous voyez que lorsqu'il est répliqué, il fait ce qu'on appelle des yeux de réplication, des espèces de trous dans l'ADN. On le voit bien ici. Donc on a ces yeux de réplication et aux extrémités des yeux, juste ce que vous voyez ici, ou à l'autre extrémité, vous avez ce qu'on appelle une fourche de réplication. C'est simplement parce que ces régions, et vous le voyez bien ici sur ce dessin, les régions qui ont des yeux de réplication ont déjà répliqué leur génome, donc elles ont une nouvelle copie qui est ici en rouge, donc elles ont 2 doubles brins, et le reste n'a pas encore répliqué le génome. Donc ce que vous êtes en train de regarder quand vous avez un œil de réplication, c'est une partie d'un chromosome qui a été répliquée avec une autre partie qui n'a pas encore été répliquée. Et la réplication, elle se fait exactement ici, aux fourches de réplication, et c'est ce qu'on va voir pendant ce cours et dans les prochaines minutes. À l'heure actuelle, on ne parle plus tellement de ces yeux et de ces fourches de réplication, on est passé à l'âge du séquençage de masse, on regarde les choses différemment, on quantifie les choses différemment, on les quantifie beaucoup par séquençage et on a développé des techniques qui permettent de déterminer les endroits où l'ADN est répliqué et à quel moment du cycle cellulaire elle est répliquée. Et ce qu'on peut voir, et c'est ce que je vous montre ici, c'est un petit fragment du chromosome 2, donc du nucléotide 170 millions au nucléotide 240 millions, c'est quand même 70 millions de nucléotides au milieu du chromosome 2, et vous pouvez voir les régions qui se répliquent au travers du temps. Typiquement, vous commencez ici précocement, vous avez des régions qui commencent très tôt à se répliquer, alors que d'autres, comme par exemple celle-là, commencent un peu plus tard à se répliquer. Donc vous avez, ce qu'il faut bien comprendre de ce schéma, c'est que vous avez plein d'origines de réplication, plein d'endroits où le chromosome commence à se répliquer. Et finalement, toutes ces régions, quand elles se répliquent, elles vont se toucher à un certain moment. Et du coup, l'entier du chromosome sera répliqué. Je vous montre ici juste une autre façon de voir.
Vous avez tout simplement ici une origine, donc très très tôt, vous commencez à avoir des petites régions du chromosome qui démarrent la réplication. Ces régions vont s'étendre, se toucher, jusqu'à faire un gros domaine de réplication précoce. Puis il y aura des domaines plus tardifs qui commenceront ailleurs, qui vont aussi se toucher, et finalement, vous avez l'entier de votre chromosome à la fin ici, qui va être répliqué. Donc il n'est pas répliqué d'un côté du nucléotide 1 au nucléotide 270 millions, il est répliqué par plein de ces petites origines de réplication à travers le chromosome. Et ça, c'est la chose importante à retenir de cette slide. On va passer une petite quiz. Donc, en principe, vous pouvez simplement rentrer à cette adresse web et répondre à cette question. Donc, en combien de temps une cellule humaine peut-elle répliquer son génome? Est-ce que ça lui prend 10 minutes, 60 minutes, 2 heures, 8 heures ou 24 heures? Est-ce que vous voyez le... Attendez, est-ce que vous arrivez pas... Ici, je vois qu'il y en a certains qui votent comme un commentaire. Vous voyez pas... Ah, attendez. Je pense que c'est simple, il y a juste ça qui doit... Là, ça devrait apparaître maintenant. Voilà, super. Ok, je crois qu'on a une tendance avec la réponse D qui est la favorite, et c'est bien 8 heures, donc vous avez raison, vous êtes vraiment une excellente volée qui connaît les réponses. Alors, je ne sais pas ce que je fais là exactement. Donc oui, effectivement, c'est 8 heures, et en réalité, simplement le cycle cellulaire dans son entier, et là on parle de moyenne entre beaucoup de cellules différentes, le cycle cellulaire fait en moyenne 24 heures, et sur ces 24 heures, vous avez 8 heures dédiées à la réplication de l'ADN, donc à la phase S. Ok, on va passer maintenant à une étape suivante, qui est une étape un peu plus biochimique, qui est ce que j'appelle le mix réplicatif. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans un tube pour faire que de l'ADN puisse se répliquer? Alors, on a vu qu'on est dans de la réplication semi-conservative. Donc la première chose qu'il nous faut, c'est de l'ADN, pas n'importe quel ADN, plutôt un simple brin d'ADN. Donc on prend un simple brin d'ADN, on a ici 5', 3', comme d'habitude. On doit mettre des nucléosides triphosphates. Et je précise ici que les nomenclatures chimiques, ce n'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse pour les examens, mais si d'entre vous, parce que c'est une question que j'entends souvent, pourquoi est-ce qu'on dit nucléoside et pas nucléotide? Nucléoside, c'est sans le phosphate, mais ici je rajoute triphosphate, donc je dis nucléoside triphosphate, c'est plus correct, parce qu'il y a un nucléoside et il y a un triphosphate. D'accord? Vous comprendrez ça quand vous reverrez le cours, mais c'est quelque chose qui est de toute façon pas très important pour l'examen, mais je le précise ici parce que pour certains, c'est souvent un peu confus pourquoi est-ce que c'est des fois nucléoside et parfois nucléotide. Donc, nucléoside triphosphate, c'est absolument nécessaire parce que pour reconstruire ma molécule d'ADN, qui est un polymère, j'ai besoin, bien entendu, de chaque monomère. Il me faut une amorce, ce qu'on appelle en anglais une primer. L'amorce, c'est simplement ce qu'on appelle oligonucléotide, une petite région, quelques nucléotides, qui vont venir s'apparier de façon complémentaire sur mon simple brin que j'ai envie de copier et qui vont pouvoir servir comme, si vous voulez, démarrage pour le reste comme petite structure de démarrage pour le reste de la molécule d'ADN que je vais
que je vais produire. Et bien entendu, il me faut une ADN polymérase, ADN dépendante. Alors vous allez voir qu'il y a plein d'ADN polymérase, il y a plein de polymérases, mais typiquement ici, il me faut une ADN polymérase parce qu'il faut qu'elle puisse produire de l'ADN et pas une autre molécule, typiquement l'ARN, et ADN dépendante parce qu'elle doit pouvoir lire de l'ADN et non pas de l'ARN. C'est une ADN polymérase, ADN dépendante, et cette ADN polymérase, ça a été un grand travail de M. Arthur Kornberg qui l'a découvert et qui en a découvert une. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'il a découvert une ADN polymérase qui fait le job dans le tube à essai, mais ce n'est pas l'ADN polymérase principal. Mais simplement, il l'a découvert. Et comment on sait que ce n'est pas l'ADN polymérase principal? C'est simplement que si vous faites le travail inverse, c'est-à-dire que vous prenez cette ADN polymérase et que vous l'enlevez du génome de la bactérie se dévise, l'ADN se réplique, donc il n'y a pas de problème. Parce que c'est une ADN polymérase mineure, mais dans un tube à essai, elle fait le job. Donc c'est quelque chose à comprendre ici, que quand on construit quelque chose dans un tube à essai, ce n'est pas la même chose que de regarder dans la nature. Vous construisez, vous avez quelque chose qui est suffisant, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire. Et c'est la différence entre, on va dire, une approche biochimique et une approche génétique. C'est la biochimique, je construis dans mon tube. Génétique, j'enlève dans la cellule pour voir ce qu'il advient. Et quand j'enlève cette ADN polymérase qui marche très bien et qui peut faire mon double brin d'ADN, eh ben, tout va bien. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'ADN polymérase principale. Mais peu importe, il me faut ces quatre éléments pour reproduire, pour copier, pour répliquer une molécule d'ADN dans un tube à essai. On va juste faire de nouveau un petit tour de ce dont on parle pour nucléoside triphosphate et pourquoi la partie triphosphate est en fait importante. Donc, on va regarder ça dans la partie synthèse de l'ADN. Donc, le groupe phosphate des nucléotides, au contraire des nucléosides qui n'en ont pas, est essentiel parce que c'est lui qui va donner l'énergie qui permet l'addition de chaque monomère, donc de chaque base, à une molécule d'ADN qui est en train d'être synthétisée. Donc on a notre sucre, notre base, peu importe la base, et on peut avoir, ils existent sous plusieurs formes, monophosphate, un nucléoside monophosphate, diphosphate ou triphosphate. Et dès qu'il y a un phosphate, ce nucléoside devient un nucléotide. On va aussi parler d'une molécule qu'on appelle le pyrophosphate, et elle vient assez souvent. Le pyrophosphate, c'est juste lorsque un nucléotide triphosphate est cassé pour libérer de l'énergie, pour l'intégrer à la chaîne qui est en train d'être construite, on va libérer souvent deux phosphates qui vont partir simplement dans la nature, partir autour de la réaction, et ça s'appelle un pyrophosphate. Donc, comment est-ce qu'on ajoute un nouveau nucléotide sur une chaîne en croissance? Alors, c'est relativement simple. Il faut d'abord comprendre qu'un nouveau nucléotide, avant d'être attaché, il va construire un appariement complémentaire avec la base d'en face. Donc vous avez ici, vous voyez bien, un brin matrice. Sur ce brin matrice, il y a un nouveau brin qui est en train d'être construit. Et sur le brin qui est en train d'être construit, il y a déjà des nucléotides appariés. En face de ce G, vous avez un C. En face de ce T, il y avait un A. Mais maintenant, vous en êtes à ce point-là. Il va falloir rajouter un nouveau monomère dans le polymère. Et en face d'un G, vous êtes obligé, d'après la loi de la complémentarité, de rajouter un C. Donc vous mettez votre C, il est déjà apparié avec ses ponts hydrogènes au G, mais il n'a pas encore été ajouté, lié de façon covalente au nucléotide précédent. Le nucléotide précédent, il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez le fixer, c'est sur le carbone 3', sur lequel il y a un petit hydroxyle ici. Donc, vous amenez votre nouveau nucléotide et vous cassez ce triphosphate en un monophosphate. Et le petit atome de phosphore ici, avec un oxygène, va venir se lier sur cet hydrogène, sur ce regroupement hydroxyle, et faire un lien covalent entre les deux sucres. Ça, c'est important. Et vous allez donc d'abord apparier les bases, et ensuite, vous allez faire le lien phosphodiester entre le dernier nucléotide de la chaîne et le nouveau nucléotide entrant. Cela veut dire aussi que la polymérisation est toujours directionnelle. Parce que, comme vous le savez, en chimie organique, la structure, la position des atomes est importante, surtout pour les enzymes, et donc elles vont toujours rajouter un nouveau nucléotide en 3'. C'est-à-dire que la progression
la progression de la synthèse de l'ADN se fait toujours du côté 3'. Donc on dit la progression est de 5' en 3', parce que la fin 5', on n'est pas polymérisé, mais la fin 3' l'est toujours. Donc on va toujours de 5' vers le 3'. Et ici, je pose une petite question, une petite vision, c'est de réfléchir pourquoi est-ce que le triphosphate est sur le nucléotide entrant, mais pas sur le nucléotide déjà dans la chaîne. On pourrait tout à fait imaginer que le nucléotide qui est déjà dans la chaîne ait un triphosphate lié sur son carbone 3' qui lui permet de rajouter un nouveau nucléotide. La source d'énergie serait proche, disponible, et ça pourrait fonctionner. La seule raison pour laquelle ça n'est pas le cas, c'est que si vous faisiez ça, et que ce nucléoside, ce dernier nucléotide de la chaîne, perdait ce triphosphate, tout simplement parce que, par chance, par hasard, par équilibre chimique, il le perd, et bien vous ne pourrez plus du tout rentrer de nouveaux nucléotides. C'est-à-dire que simplement l'élongation serait bloquée, vous ne pourriez plus polymériser. Alors que si un nucléotide libre dans l'environnement perd un triphosphate, vous pouvez le jeter et en prendre toujours un qui a son triphosphate. C'est beaucoup plus simple d'avoir ce triphosphate qui est sur le nucléotide entrant plutôt que sur le nucléotide qui est déjà à l'intérieur de la chaîne. J'ai quelques slides qui vous montrent de nouveau toujours un peu la même chose, sous des angles différents, puis vous allez voir qu'on va construire le cours maintenant, on va progressivement ajouter un peu de complexité jusqu'à que ce soit satisfaisant en termes de ce qui est important de connaître dans la réplication d'ADN. Donc, vous avez votre nouveau brin qui est en train d'être construit ici, vous avez votre brin matrice ici en bas, et vous arrivez avec un nouveau nucléoside triphosphate entrant, arrivant. La première chose qui est faite, c'est qu'il est apparié et qu'il est ensuite ajouté. Donc on casse le triphosphate pour prendre de l'énergie. Il y a un pyrophosphate qui est relâché, donc 2 phosphates, et le dernier phosphate qui reste est utilisé pour faire le lien avec le nucléoside précédent. Alors, comme ça, vous avez rajouté. Cette réaction ne se fait pas de façon on va dire spontanée, elle est catalysée par une enzyme. Et cette enzyme, c'est dont on a parlé tout à l'heure, c'est la polymérase que vous voyez ici en vert, un petit peu dans le fond. Donc cette polymérase, elle stabilise simplement le positionnement des différentes molécules qui sont nécessaires à ce moment-là. Donc de nouveau la même chose. Vous avez votre nucléoside triphosphate arrivant. Le nucléoside triphosphate arrivant s'apparie avec une base du brin matrice. Et l'ADN polymérase catalyse le lien covalent du nucléoside monophosphate vers le nouveau brin, tout en relâchant un pyrophosphate. Voilà. Et c'est comme ça qu'un nucléotide après l'autre, vous allez construire votre chaîne entière. Donc, M. Arthur Kortberg a découvert la polymérase. Il a eu un prix Nobel pour ça, et c'est super. Et il y a encore plein d'autres choses à découvrir parce que la polymérase, il l'a sortie de la cellule, donc la cellule le produit, mais l'amorce, ou l'ADN simple brin, comment est-ce que la cellule en produit? Ça, c'est la question. Lui, pour son expérience dans un tube à essai, il les a produits, il les a construits dans son laboratoire. Mais comment est-ce que la cellule arrive à produire une amorce? Comment est-ce que la cellule arrive à produire de l'ADN simple brin? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines slides. Alors, pour obtenir de l'ADN simple brin, il vous faut une enzyme qui s'appelle une hélicase. L'hélicase encercle un simple brin, d'accord, et elle ouvre, comme vous avez vu dans la toute première slide, la toute première vue d'artiste que j'ai montré avec ce petit film où on voyait de l'ARN être en train d'être déroulé, là, l'hélicase, ce qu'elle fait simplement, c'est qu'elle va ouvrir l'ADN. Mais pour ouvrir l'ADN, on a vu dans le cours précédent, on peut chauffer, donc il faut de l'énergie. Et cet ADN, cette hélicase, elle a besoin d'énergie pour se faire. Et ce qu'elle va utiliser, c'est une des molécules, voire la molécule qui contient l'énergie qui est le plus abondant dans la cellule, qui est de nouveau de l'ATP. On l'a vu dans la slide précédente, l'ATP est évidemment un composant, un monomère du polymère d'ADN, mais c'est aussi une molécule extrêmement abondante dans la cellule qui sert tout simplement à donner de l'énergie à plein de réactions enzymatiques. Donc ne confondez pas l'ATP qui est introduit dans l'ADN de l'ATP qui est utilisé dans une pléthore de réactions enzymatiques que vous allez voir tout au long de cette année. Mais la première que je vous montre, c'est celle-là, c'est l'hélicase qui ouvre l'ADN, et pour ouvrir l'ADN, elle a besoin d'énergie, et pour cette énergie, elle l'obtient en cassant du triphosphate. Alors la petite feinte ici, c'est qu'elle casse une molécule d'ATP, triphosphate, et elle en fait une molécule diphosphate, donc elle n'enlève qu'un phosphate, et ça c'est suffisant pour elle pour ouvrir l'ADN.
Donc l'hélicase se lie au duplex d'ADN et les paires de bases sont séparées. L'hélicase relâche le duplex une fois qu'elle a fini son travail. Pour produire l'amorce, on utilise une autre enzyme qui s'appelle une primase. C'est aussi, d'une certaine façon, une polymérase qui va reconnaître de l'ADN libre, c'est de l'ADN simple brun. Elle va venir s'y lier et produire un petit fragment d'ARN. Attention, la primase produit une amorce qui est en ARN et qui devra donc être enlevée dans la version finale de la réplication. Mais c'est bien de l'ARN. Donc elle va simplement reconnaître le fait qu'il y a de l'ADN simple brun et elle va venir se lier et produire ce petit fragment d'ARN, excusez-moi. Ensuite, une fois que ce fragment d'ARN est produit, il pourra être prolongé par l'ADN polymérase jusqu'à la fin du chromosome s'il faut. Ok, initiation de la réplication. Donc, on l'a vu, la première chose qui se passe, c'est qu'on a une hélicase, enfin une des premières choses qui se passe, c'est qu'on a une hélicase qui vient et qui ouvre l'ADN. Donc elle va défaire les liens hydrogènes qui tiennent la double hélice ensemble. La deuxième chose, c'est que la cellule déteste l'ADN simple brun, parce que l'ADN simple brun, c'est la voie d'entrée aux mutations, c'est cassable, c'est pas stable, donc il faut rapidement protéger tout ça. Donc elle a une protéine qui s'appelle SSB, Single Stranded DNA Binding Protein, donc elle voit tout simplement de l'ADN simple brun, elle vient, elle s'y colle et elle protège simplement cet ADN simple brun. Et vu qu'il y a de l'ADN simple brun, il y a aussi la primase qui arrive et qui synthétise une petite amorce qui va permettre le démarrage de la réplication. Donc, on a ici le démarrage de la polymérisation en juste 3 étapes. L'amorce, on voit l'amorce qui est ici, elle a une extrémité 3'OH sur lequel on va pouvoir rajouter nos nouveaux nucléotides arrivants. Okay. Le triphosphate est sur le carbone 5' et il vient se brancher sur le carbone 3' de la petite amorce d'ARN. Le diphosphate est relâché et on a déjà ainsi rentré le premier nucléotide. Et ainsi de suite, on continue à agrandir cette chaîne à partir de cette amorce d'ARN. Ok, initiation de la réplication. Donc maintenant, on prend encore une étape avant. Donc on n'a même pas, parce que l'hélicase, quelque part, on voit qu'elle prend un simple brin d'ADN et elle ouvre l'ADN, là où il est double brin. Mais il faut déjà un simple brin d'ADN pour qu'une hélicase vienne se lier. Donc, comment est-ce que ce simple brin d'ADN il est créé? Il y a plusieurs façons de le faire, mais la façon la plus simple, c'est simplement ce qu'on appelle une origine de réplication, c'est-à-dire une région où il va y avoir l'ouverture de l'ADN double brin pour y rentrer les premières hélicases qui vont commencer à ouvrir. Ces origines de réplication contiennent plusieurs types d'ADN qui permettent ça, qui facilitent ça. Typiquement, une séquence AT riche. Pourquoi AT riche? AT, vous le savez, il n'y a que 2 ponts hydrogènes. Donc, il y a 2 ponts hydrogènes, c'est quand même plus facile à ouvrir que s'il y a, comme entre C et G, 3 ponts hydrogènes par nucléotide. Donc, souvent, c'est des régions qui sont plutôt AT riches. On a ensuite le chargement des protéines d'initiation. Donc, c'est des protéines qui viennent se lier sur cette origine de réplication et qui ont tendance à déstabiliser un petit peu l'ADN, tout simplement pour l'ouvrir. Okay, déstabilisation des séquences AT riches. Puis, on a le chargement de l'hélicase. C'est fait par une autre protéine qui vient la charger, mais ça, c'est vraiment pas important ici. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a une hélicase qui vient et qui va, à partir de cette région d'ADN un peu déstabilisée, continuer d'ouvrir, un peu comme une fermeture éclair, l'entier de la séquence d'ADN. Donc il y a la protéine de chargement qui vient, qui met l'hélicase est là et elle commence à ouvrir. Une fois qu'elle commence à ouvrir, on l'a vu tout à l'heure, on a la primase qui vient, qui va venir faire la petite amorce d'ARN, tout simplement. Et une fois qu'on a cette amorce d'ARN, on va commencer à produire de l'ADN ici en rouge. Ça a l'air compliqué, mais ça se passe dans l'ordre du milliseconde. Donc il y a très peu, toutes ces réactions dont on va présenter, elles sont extrêmement rapides. Et en fait, même si ici, sur ce schéma, vous avez beaucoup d'ADN simple brun, en fait, qui apparaît, il y en a peu, et il y en a surtout très très peu qui n'est pas lié par notre protéine SSB qui protège l'ADN simple brun. Et ensuite, on continue, et les deux fourches avec les hélicases des deux côtés, continuent dans des sens opposés. Et vous allez voir dans quelques minutes que ça pose un petit problème
pour comment est-ce que, en ayant les fourches qui vont dans des sens opposés, il est possible de polymériser dans les deux directions. En fait, ce n'est pas possible parce qu'on peut polymériser que dans une seule direction, on peut rajouter que dans le brin 3'. Et on va y revenir, que sur le carbone 3'. Donc, les régions du génome où il y a ces origines de réplication, on a vu les fréquences, les régions AT riches, simplement parce qu'il y a deux ponts hydrogène. Mais alternativement, certaines formes d'ADN non canoniques, et ça revient au cours de mercredi passé, typiquement les tétrates de guanine. Vous voyez bien qu'ici, on a beaucoup d'ADN simple brin, donc c'est top, c'est parfait pour commencer la réplication. Et non seulement cette forme, elle permet aux hélicases d'arriver et de démarrer la réplication, mais en plus, elle rend difficile la déposition des histones. Donc, en plus de l'aspect purement structural au niveau de l'ADN, vous avez un effet qui est sur les histones, c'est-à-dire que vous avez moins d'histones, et donc c'est encore plus facile, finalement, de démarrer la réplication à cet endroit-là. Donc, vu que vous n'avez pas d'histones, vous avez tout de suite vos hélicases qui viennent avec tout le matériel, les polymérases, etc., et qui vont venir ouvrir l'ADN et démarrer la réplication. OK, l'élongation de la réplication. Étape suivante. Donc, on voit comment ça démarre. Là, pour l'instant, on a une idée des processus, mais maintenant, quelle est la vitesse à laquelle tout ça va pouvoir se passer? Une fois que la polymérase est là, qu'elle a mis son premier nucléotide, à quelle vitesse est-ce qu'elle va continuer de polymériser? Donc, d'après vous, 1 nucléotide par seconde, 10 nucléotides par seconde, 120, 240 ou 1000 nucléotides par seconde? Tac. OK. Merci beaucoup. C'est vrai que normalement, les autres années, je ne montre pas les résultats en temps réel. Alors, je ne sais pas si j'ai une année qui est exceptionnelle ou si simplement il y a un effet de miroir par rapport à ce que les autres répondent. Mais effectivement, la réponse est bien 1000 nucléotides par seconde. Donc, on se rend compte ici à quel point ça va vite, tout ça. Et donc, c'est vraiment important. Mais 1000 nucléotides par seconde, il faut quand même encore avoir beaucoup d'origines de réplication pour permettre la réplication d'un chromosome entier. Si on n'en avait qu'une, un chromosome, il fait 270 millions de nucléotides. Je vous laisse calculer le temps que ça prendrait pour répliquer même un chromosome. Donc, on vient de voir que dans l'élongation de la réplication, il y avait un petit problème. Parce qu'il faut bien imaginer qu'on a démarré à un point où il y a l'initiation de la réplication, mais qu'ensuite, les fourches, le domaine ou les yeux de réplication vont augmenter petit à petit. Donc, quand les fourches augmentent, je vais avoir un problème. Il y a un brin qui est très facile, parce on l'a vu, on rajoute toujours un nouveau nucléotide, un carbone 3'. Toujours 5', 3'. Donc, si je ramène toujours un numérique 3', je vais avoir un problème, parce que je peux polymériser que dans une seule direction. Donc, au moment où ma fourche, elle s'ouvre, au moment où l'initiation de la réplication commence, c'est assez facile. Je démarre la réplication ici, et j'ai un brin sur lequel tout se passe bien. Je peux continuer à polymériser tranquille sur ce brin-là, de 5' en 3'. Alors que de l'autre côté, il y a aussi un brin qui se passe bien, de 5' en 3'. Mais je ne peux pas polymériser dans cette direction-là. Et là, ça voudrait dire que je fais une polymérisation de 3' en 5'. Et on l'a vu, ce n'est pas possible. Tout simplement parce qu'on rajoute le carbone, toujours au niveau, on rajoute la nouvelle base, le nouveau nucléotide, toujours au niveau du carbone 3' et non du carbone 5'. Donc je suis obligé d'aller dans cette direction. Donc comment est-ce que la nature fait pour résoudre ce problème? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le brin précoce, le brin où tout est facile. Je répète encore une fois, donc du fait de la direction 5', 3' de la polymérisation, une partie de la réplication, celle du brin tardif, doit se faire dans le sens contraire de l'avancement de la fourche par des petits fragments. Donc à chaque fois que ma fourche et que mon domaine grandit, je rajoute un nouveau petit fragment qui va dans la bonne direction. Vous voyez, tout va dans cette direction de ce côté-là et tout va dans cette direction de ce côté-là. Et je suis obligé de rajouter chaque fois des petits fragments parce que les fourches, elles avancent à une certaine vitesse.
Et tout l'ADN n'est pas simple brin dès le départ. Donc, dès qu'il devient simple brin dans cette direction-là, je rajoute des nouveaux petits fragments. Et ce sont des fragments qui s'appellent des fragments d'Okazaki, des petits fragments d'ADN qui vont permettre de tout répliquer. Ensuite, ma fourche, elle continue encore plus loin. Et là, à ce moment-là, pour le brin tardif, pour le brin précoce, c'est facile. On continue. Simplement une continuation de la polymérase qui continue à répliquer. Alors que de l'autre côté, on doit rajouter à chaque fois des nouveaux petits fragments d'Okazaki pour finir l'entier de cet œil de réplication. Une petite chose, c'est que ces fragments d'Okazaki, bien entendu, ne vont pas rester comme ça. On va le voir dans quelques minutes. Ils ont besoin d'être fusionnés entre eux afin de faire un simple brin d'ADN qui est continu et qui ne contient pas d'ARN, qui ne contient pas de trous, etc. Donc, on a ici, si on zoome sur une de cette petite partie, notre brin précoce où tout est nickel, droit, etc. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Et de l'autre côté, on a notre petit brin tardif avec les fragments d'Okazaki, on voit ici, et un petit bout encore ici d'ADN qui n'a pas été encore répliqué. D'accord ? Donc, toutes ces actions enzymatiques se produisent en continu. Il n'y a quasiment pas d'ADN simple brin. Et le peu qu'il y a est couvert de protéines single-stranded binding protein. Donc, comment est-ce que la cellule fait pour avoir un fragment continu? Donc, ici, et je suis désolé, mais je n'avais pas le choix. Je vous ai montré, ça sort ici, donc c'est juste inversé. Donc, vous avez cette fois le brin précoce qui est en bas, tout simplement. Donc, il est en bas, ça veut dire simplement qu'il... Là, ce brin-là, il est facile à comprendre, c'est la polymérase qui continue. Le brin tardif, avec les fragments d'Okazaki, sur cette image-là, il est en dessus. Donc, on voit ici comment ça se passe. Vous avez, comme pour le brin précoce, vous avez d'abord une primase qui vient, il synthétise une petite amorce d'ARN que vous avez ici. Cette amorce d'ARN, elle est étendue par la polymérase 3 chez la bactérie, c'est la polymérase la plus importante, la polymérase majeure, qui va simplement étendre ce petit fragment d'Okazaki. La fourche continue, on voit que la fourche continue tout au fil du temps. Donc, il y a toujours une augmentation par les hélicases d'ADN simple brin. Et vu que la fourche continue, un nouveau fragment d'Okazaki va être construit. Donc, on l'a ici avec une petite primer ARN, une petite amorce ARN, le fragment polymérisé, et ensuite on tape ici dans l'amorce précédente aussi faite d'ARN. Et là, c'est là qu'il va falloir feinter. On va utiliser deux enzymes. La première, on va utiliser une ADN polymérase 1. Donc on arrête avec notre ADN polymérase 3 qui fait le gros du job. On utilise ce qu'on a tout à l'heure appelé une polymérase mineure, un peu moins importante. Et c'est une ADN polymérase 1. Excusez-moi. Ça veut dire que cette ADN polymérase 1, elle est ADN polymérase, donc elle peut synthétiser de 3' en 5'. Donc elle peut continuer le fragment précédent de 5' en 3', mais en même temps, elle a une autre activité qui est une activité exonucléase de 5' en 3', ça veut dire inversée. Donc, elle synthétise de 5' en 3', excusez-moi, elle synthétise de 5' en 3', et elle a une activité exonucléase dans la même direction, 5' en 3'. Ce qui fait qu'elle va pouvoir enlever l'amorce ARN tout en polymérisant le brin précédent. Donc elle, ce qu'elle va simplement faire, c'est enlever l'amorce ARN et la remplacer par un fragment d'ADN. Donc maintenant, on a un grand fragment d'ADN, mais on a encore un petit trou avec le fragment précédent. Il va falloir le lier. Et pour ça, on utilise une ADN ligase qui lie les deux fragments d'ADN. Cette ADN ligase, elle a besoin d'un peu d'énergie. Donc on a typiquement ça qui se passe. On a la fin du fragment précédent et l'arrivée du nouveau fragment d'Okazaki, il faut simplement les lier les deux. Donc la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va venir ajouter un ADN monophosphate, donc elle prend un ADN triphosphate, elle casse deux phosphates, donc elle libère deux phosphates, et en faisant ça, elle libère assez d'énergie pour brancher cette adénine directement au phosphate du premier nucléotide du fragment d'Okazaki précédent. Et à partir de là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va recasser ce brin-là, elle va le recasser, et en le cassant, ça va libérer assez d'énergie pour lier l'ancien et le nouveau fragment d'Okazaki, simplement faire un fragment d'ADN qui est continu. Donc, tout simplement, ce qui est important à retenir de cette slide, c'est simplement qu'on va se retrouver du côté du brin tardif avec des fragments d'Okazaki qui sont
adjacents les uns aux autres, qui contiennent de l'ARN. Donc la première chose, c'est qu'il y a une ADN polymérase 1 qui va remplacer cet ARN par de l'ADN, et ensuite on a une ligase qui vient et qui comble le petit trou que l'on a dans l'ADN. Et avec ça, on a une petite pause.
Ok, on reprend. Alors, on reprend. Donc, on vient de voir beaucoup de choses qui se produisent principalement chez les prokaryotes. La plupart de la recherche sur la réplication, surtout de la recherche, on va dire, précoce qui a été faite dans les années 60, 70, 80, elle a été faite énormément chez les bactéries, parce que simplement c'est facile à travailler, puis on peut quand même partir du principe que la façon dont une bactérie réplique son ADN est très similaire à la façon dont un humain le fait. Cependant, il y a quand même aussi beaucoup de recherches qui vont et qui ont regardé à ce qui se passe chez les eucaryotes, et je vais juste vous donner quelques petites choses. Donc, on a en gros la même histoire. Donc ça, c'est une fourche de réplication eucaryote, donc compris mammifères, et ce qu'on retrouve, c'est MCM, une hélicase. Elle ouvre l'ADN. Et ensuite, on a juste, et ça c'est peut-être la plus grande différence, deux polymérases. Et ce n'est pas important d'apprendre ces différences-là, hein. Mais c'est important pour mettre en perspective de ce qui se passe. Quand on a des choses sur, quand on parle de polymérase 3, on parle de bactéries. Quand on parle de polymérase epsilon, on parle de humains. Mais voilà. Donc en gros, il y a deux polymérases. Il y en a une qui fait le brin précoce et il y en a une qui fait le brin tardif. Donc on a une polymérase spécialisée pour les fragments d'Okazaki, en gros, chez les eucaryotes. La polymérase alpha, c'est la primase, on la voit ici. Et ensuite, on a juste une autre petite molécule ici qui est intéressante. Et ça me permet d'introduire un concept qui est important pour la réplication, qui est la processivité. Donc cette petite protéine, PCNA, elle existe aussi une chez la bactérie qui s'appelle CLAMP, elle favorise la processivité. Qu'est-ce que ça veut dire la processivité? Ça veut dire la capacité d'une enzyme d'enchaîner les réactions. Parce que la réaction d'une polymérase, c'est d'ajouter un nucléotide. Mais en fait, en principe, quand on a dit qu'elle en fait 1000, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir les enchaîner sur le même brin, sans tomber du brin, sans... Donc ça, c'est la processivité, sa capacité à tout simplement enchaîner l'ajout des nucléotides les uns après les autres. On va voir maintenant qu'on a vu initiation et élongation, le principe de la fidélité de la réplication, qui est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre, parce que, comme on l'a dit au début du cours, il y a toujours dans les mécanismes, les organismes biologiques, il y a toujours un équilibre entre ne pas faire de faute, répliquer à l'identique, mais quand même laisser un peu de place pour qu'il y ait quand même de temps en temps une petite faute, même si elle peut être détrimentale, elle peut aussi permettre de promouvoir la nouveauté, l'évolution et les changements. Donc la variation est très importante dans les mécanismes biologiques. Donc, quand on parle de notre polymérase 3, comme on a vu tout à l'heure, donc la polymérase principale caractérisée chez les bactéries qui fait le gros du travail de la réplication, hein, elle rentre une mauvaise base toutes les 10 puissance 3 paires de bases. Donc, toutes les 1000 paires de bases, vous avez une qui est faute. Ce n'est pas énorme, 99,9% correct, c'est vraiment super. On va dire que si on pouvait être aussi bon à des examens ou être aussi bon en sport, etc., on serait le premier mondial. Mais malheureusement, c'est vraiment, vraiment insuffisant pour un mécanisme biologique. On a vu dans le cours la semaine passée qu'il y a 3 milliards de paires de bases. Je vous laisse imaginer le nombre de fautes que c'est. Mais si on prend juste un gène moyen fait 3000 paires de bases. Ça veut dire que si on comptait sur ce niveau de fidélité-là, on aurait 3 paires de bases rentrées de façon incorrecte par réplication. Et quand vous êtes dans l'embryogenèse, vous partez d'un œuf fécondé jusqu'à un individu qui a 10 puissance 13 cellules, donc une quantité absolument hallucinante de cellules. Imaginez combien de réplications cellulaires s'est produite, les gènes seraient méconnaissables. Il y aurait tellement d'erreurs que vous n'aurez même plus un génome humain. Okay, donc c'est quelque chose de très important de diminuer ce taux basal d'une erreur tous les 1000 paires de bases. Et pour ça, on a plein de mécanismes qu'on verra demain qui sont actifs pendant le cycle cellulaire pour réparer ces mutations. Mais il y a deux mécanismes qui sont très importants et qui se produisent en parallèle avec la réplication. Donc qui, en gros, corrigent directement alors que tout est en train d'être écrit. Donc le premier mécanisme dont on va parler, qui est de correction rapide, c'est un mécanisme qui s'appelle proofreading, correction sur épreuve en français.
Ce mécanisme, il est basé sur une propriété de la polymérase elle-même qui est très très simple, c'est-à-dire que la polymérase, comme on l'a vu, elle polymérise 5', 3', d'accord, mais elle est capable de revenir, d'avoir une activité exonucléase en sens inverse, 3', 5', donc elle peut enlever une paire de bases en revenant en arrière. Donc l'ADN polymérase a une activité 5', 3' polymérase, mais aussi une activité 3', 5' exonucléase, donc elle est capable d'enlever une base. Et quand elle fait ça, elle a tendance à enlever plus facilement une mauvaise base qu'une bonne. Donc, elle revient en arrière, elle enlève une base et elle repart en avant en remettant la bonne base. Et avec ça, ça réduit déjà de façon assez importante le nombre de mauvaises bases qui sont rentrées et de mutations. Donc on est, grâce juste à ce système, on est maintenant à une erreur toutes les 100 000 à 1 million de paires de bases. C'est déjà beaucoup mieux. Okay, on voit que sur un gène de 3000 paires de bases, on a relativement peu de mutations. N'oublions pas qu'on a 20 000 gènes dans le génome. Donc si on parle que de la partie codante, que des gènes, et on oublie tout le reste, on a 60 millions de nucléotides qui codent pour des protéines qui sont donc extrêmement essentielles. Et 60 millions, quand on a une erreur tout le million, c'est-à-dire qu'on a quand même 60 erreurs dans des gènes quelque part par division cellulaire. C'est complètement insuffisant. Toujours, on va avoir beaucoup de problèmes avec ça. On veut vraiment pouvoir continuer à diminuer ça. Et donc voilà, maintenant il y a un deuxième système. Donc je réexplique juste rapidement ce que fait cette première approche qui nous permet déjà de réduire quand même assez massivement les erreurs. La polymérase, typiquement, elle arrive, elle ajoute un nucléotide incorrect. Hein. Ici, elle aurait dû. Alors ici, c'est des couleurs, on ne sait pas de quoi ça correspond exactement, mais simplement, elle rajoute le mauvais nucléotide ici en face. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, parce qu'il s'apparie mal, elle va simplement pouvoir aller un petit peu en arrière, elle va enlever ce nucléotide grâce à son activité 3', 5' exonucléase, d'accord ? Et ensuite, elle redémarre, donc elle a un nouveau nucléotide qui arrive, qui s'apparie correctement, et elle recontinue de polymériser. D'accord ? Donc simplement, elle revient en arrière, elle répare, elle met un nouveau nucléotide correct, et elle part. Deuxième mécanisme, c'est ce qui s'appelle la réparation des mésappariements. Donc, ce qui se passe ici, c'est que quand on a un mauvais nucléotide, donc normalement on a typiquement ici, en face de mon A, j'ai un T, et bien après cette réplication, la polymérase a fait une erreur, elle a rentré un C, elle est parvenue en arrière pour l'enlever, pour la corriger, donc ce C, il est resté dans le brin. Donc il y a un système qui va venir, et qui va venir spécifiquement enlever le brin qui contient la mutation. On va voir dans une seconde comment est-ce qu'il décide lequel des deux brins contient la mutation. Il enlève le brin qui contient la mutation et il y a une polymérase, tout un système de réplication qui revient et qui repolymérise et qui recopie, mais cette fois de façon correcte, et l'erreur est donc corrigée. Donc simplement ce que fait le système, c'est qu'il y a des enzymes qui viennent, qui coupent l'ADN muté, qui enlèvent le fragment d'ADN et qui en recopient et reproduisent un œuf. En principe, ne devrait pas comprendre d'erreur. Maintenant, toute la difficulté, c'est qu'il faut déjà avoir un complexe qui reconnaît et lit ces mésappariements. Mais je vous laisse juste imaginer que la structure de l'ADN, elle est basée sur la formation de ces ponts hydrogènes. Si maintenant vous mettez un A en face d'un C, ça va quand même faire un boursouflement, une modification structurelle de la double hélice, et ça va être assez rapidement reconnu par le système de réparation qui voit qu'il y a un problème structurel dans cette double hélice. Donc c'est comme ça que c'est reconnu. Mais ensuite, toute la difficulté, c'est de trouver quel est le brin qui contient la copie originelle et lequel la copie fausse. Parce que si vous arrivez et que vous ne savez pas quel est le brin paternel et maternel, vous ne savez pas ici si c'est le A qui est juste ou le C qui est juste. Il va falloir en enlever un des deux, en sachant que j'enlève celui qui vient d'être nouvellement synthétisé, donc celui qui a été la copie de l'ancien. Et comment ici les bactéries le font? Les bactéries ont leurs chromosomes qui sont méthylés au fur et à mesure du cycle cellulaire. Ça veut dire que le chromosome matrice, le brin matrice ici, contient un méthyle, et c'est grâce à cette méthylation du brin matrice sur les petits segments GATC que la cellule va savoir ça c'est mon brin matrice, donc celui-là c'est la copie originelle, donc je modifie sur l'autre copie. L'autre copie est la nouvelle et c'est celle-là qui contient la mutation. C'est comme ça
que la cellule fait la différence entre le brin matrice et le brin nouvellement synthétisé. Chez les eucaryotes, en fait, ce mécanisme, il n'existe pas, parce que chez les eucaryotes, il n'y a pas la méthylation des GATC durant le cycle cellulaire. Et là, malheureusement, ce n'est pas encore complètement clair comment la cellule fait pour distinguer le brin matrice de l'autre, du brin nouvellement synthétisé. Il y a beaucoup de théories, il y a des choses qui ont été montrées, et typiquement, une des choses qu'on voit, c'est que le brin nouvellement synthétisé, il contient encore beaucoup de petits trous, dus typiquement aux fragments d'Okazaki et ces choses-là. Et ces petits trous indiquent au système de réparation quel est le brin qui vient d'être copié. Donc, il y aurait aussi cette idée-là, cette possibilité-là, d'utiliser le brin nouvellement synthétisé, les marqueurs du brin nouvellement synthétisé pour l'identifier et ensuite réparer le bon brin et pas celui de la copie du brin matrice. Après ça, on est à une erreur tous les 10 puissance 9 paires de bases, donc tous les milliards de paires de bases. Donc là, on est pas mal. Parce que là, on va faire 3 erreurs sur l'entier du génome haploïde, donc par réplication. Donc 6 à 7 erreurs pour génome diploïde, c'est relativement correct. On va parler maintenant, qu'on a parlé, ça c'est le problème de la fidélité, on va parler du problème topologique. Le problème topologique, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très simple. C'est que le travail de l'hélicase, elle induit un stress énorme sur la double hélice de l'ADN. Si vous prenez 2 fils et que vous les enroulez comme une double hélice d'ADN et que vous allez essayer de les ouvrir par un côté, vous allez voir que ça va être un problème. Vous allez pas, à un moment donné, vous n'allez plus pouvoir tirer dessus, ça va se casser, etc. Donc il y a une énorme tension qui est induite par l'ouverture de l'ADN double brin en ADN simple brin par l'hélicase, et cette tension, elle se répercute sur le bas, sur l'aval de la double hélice d'ADN. Donc, ce qui va se passer, et la première façon dont la cellule, enfin l'ADN, la structure de l'ADN répond à cette tension, c'est qu'elle va faire des super enroulements. On ouvre ici, on met une tension pas possible, et du coup, il va commencer à y avoir des super enroulements qui se font, la double hélice commence à s'enrouler sur elle-même, etc. Et ça devient un paquet de fils vraiment indissociables, compliqués à lire, etc. Donc c'est un problème. La cellule, elle a ce problème-là. Ça, c'est le problème topologique. Comment je résous ce super enroulement de l'ADN double brin? Donc, ce que font les ADN, les topoisomérases, vous allez le voir, c'est exactement répondre à ce problème. Elles vont relâcher cette tension. Donc, je lis ici, le stress de torsion sur l'ADN double brin devant l'hélicase est relâché par la torsion libre de l'ADN autour des liens phosphodiester de l'autre côté de la cassure simple brin. La même topoisomérase réparera la cassure, et ça, c'est précisément ce que font les topoisomérases 1. Vous voyez ici, vous avez on a un zoom ici, vous avez l'hélicase qui ouvre, la tension en aval, la topoisomérase vient, elle coupe un des deux brins, et juste en coupant ce simple brin, elle va permettre à la rotation, tout simplement la rotation de ce simple brin autour du brin qui n'a pas été coupé. Ça va relâcher complètement toute la pression en aval. Okay? Et ça, c'est ce que fait une topoisomérase 1. Elle fait une coupure simple brin pour relâcher cette tension. On va voir le mécanisme, mais vous verrez que si je dis topoisomérase 1, vous comprenez bien qu'il va y avoir topoisomérase 2. Topoisomérase 2, c'est presque la même chose, c'est une coupure double brin cette fois. Donc topoisomérase 1, coupure simple brin, topoisomérase 2, coupure double brin. Et quand on coupe double brin, vous verrez que c'est aussi plus facile de mettre de l'ordre dans tout ce fil, dans tout ce mauvais rangement de l'ADN, et simplement de faire passer les fils à travers les uns et les autres pour libérer ces super enroulements. Donc on va commencer avec la topoisomérase 1. Donc la topoisomérase 1, elle est juste démontrée ici, c'est une petite enzyme. Alors, c'est une petite enzyme, c'est une grande enzyme en fait. Et cette enzyme a un acide aminé dans son site catalytique qui est très important, qui est une tyrosine. Donc ce qu'elle veut, c'est faire une coupure simple brin. C'est dans son site actif, cette tyrosine va induire la cassure simple brin et se lier de façon covalente. Donc on le voit ici, elle va se lier avec une des extrémités du brin qui a été cassée. Donc la topoisomérase s'attache à l'un des phosphates de l'ADN, cassant un lien phosphodiester.
de fait qu'elle a cassé, toute la tension va pouvoir se libérer. Donc on voit ici, grâce à cette flèche, que la région en aval ici des hélicases, elle va pouvoir tourner sur elle-même et libérer la tension, relâcher la tension. Okay. Une fois que cette tension est relâchée, l'énergie du lien phosphodiester original, donc le lien qui a été cassé, est maintenant stocké dans ce qu'on appelle un lien phosphotyrosine. On a un lien entre le phosphate de ce nucléotide et cette tyrosine, donc c'est un lien phosphotyrosine. Ce lien est recassé pour reformer le lien phosphodiester. Donc l'énergie, elle est passée d'un lien phosphodiester dans un lien phosphotyrosine, temporairement, et ensuite du lien phosphotyrosine revenu au lien phosphodiester pour reformer la cassure simple brin. Alors, donc on a utilisé zéro énergie, c'est un truc intéressant. On n'a pas du tout eu besoin d'ATP dans cette énergie, dans cette réaction-là. On a utilisé l'énergie qui était existante lors de la cassure du lien phosphodiester, stockée transitoirement et réintégrée dans un nouveau lien phosphodiester. Les topoisomérases 2, c'est un peu différent. Les topoisomérases 2, comme j'ai dit, le but, c'est de leur faire une cassure d'un double brin, tout simplement pour pouvoir démêler les fils en les faisant passer les uns à travers les autres. Donc ça serait très simple dans le vieux tiroir à câble électrique de la maison, de pouvoir simplement les couper, les faire passer les uns à travers les autres, puis tous pouvoir réassembler à la fin. Si on avait un outil qui permettrait de faire ça, ça nous simplifierait quand même beaucoup la vie. Les cellules ont cet outil, c'est cette topoisomérase 2. Donc, les deux, ici, typiquement, dans cet exemple-là, vous avez deux doubles hélices qui sont entrelacées. La topoisomérase vient, elle se lie sur l'une des doubles hélices, ici celle en orange, et elle reconnaît cet enchevêtrement, elle induit un attachement covalent réversible sur le brin opposé de l'une des doubles hélices. Donc simplement, elle va se lier de façon covalente tout en créant une cassure double brin et ce qu'on appelle ici une porte protéique, parce que je coupe le double brin, mais je suis toujours lié de façon covalente à cette double brin d'ADN. Donc on va voir ce qu'elle fait, cette porte. Cette porte, simplement, elle s'ouvre. Donc vous avez un lien covalent ici avec un des bouts de l'ADN, donc un lien à la cassure double brin qui est ici, et un autre lien covalent qui est fait ici. D'accord ? Et grâce à ça, vous avez ce qu'on appelle cette porte protéique, parce que votre molécule d'ADN double brin en rouge peut passer à travers. En fait, elle peut passer simplement d'un côté du brin orange à l'autre côté du brin orange. Ok ? Donc la porte s'ouvre et laisse passer la seconde hélice. La porte se ferme et relâche la seconde hélice. D'accord ? Et maintenant, l'entrelacement, en fait, il est fini. Donc vous avez fait passer un brin d'un côté à l'autre du premier double brin. Donc le renversement de l'attachement covalent de la topoisomérase rétablit une première hélice orange intacte. D'accord ? Donc vous ouvrez, vous laissez passer et vous refermez. Mais ça coûte ici de l'énergie parce que casser de l'ADN double brin et le reformer coûte beaucoup d'énergie. Donc ici, en l'occurrence, 2 molécules d'ATP. OK. En plus des problèmes topologiques et de la fidélité, il y a un autre petit problème auquel on doit faire face avec ce qu'on vient d'apprendre, qui est le problème des télomères. Alors, qu'est-ce que c'est les télomères ? Vous vous rappelez du premier cours, c'est simplement les extrémités des chromosomes qui sont faits de régions répétées et qui sont en gros les gardiennes de l'intégrité des chromosomes. Parce qu'on peut être cassé sur les extrémités, mais vu qu'il n'y a pas d'information codante, il n'y a pas d'information importante, ce n'est pas trop grave. C'est les extrémités des chromosomes. Mais elles font face à un problème lors de la réplication. Donc, on l'a vu tout à l'heure, quand on copie de l'ADN au milieu, quand on réplique de l'ADN au milieu d'un chromosome, tout va assez bien. On a un autre brin précoce, un autre brin tardif, il n'y a pas de problème. On va les fourches qui augmentent et on continue de répliquer et l'ADN va se répliquer petit à petit entièrement. Mais sur les extrémités, on a un autre problème. Le brin précoce, lui, il va aller jusqu'au bout, jusqu'à qu'il n'y ait plus de nucléotides. La polymérase, à la limite, de façon figurée, elle va tomber de l'ADN matrice. Mais de l'autre côté, quand il y a des fragments d'Okazaki qui doivent être faits, à un moment donné, il n'y a plus assez de place pour produire une primase, pour produire une amorce ARN par la primase et pour pouvoir l'élonger. Il n'y a plus assez de place,
tout simplement. Il ne reste que quelques nucléotides. Donc, si j'ai ça, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure des générations, on va avoir une réduction de ce brin-là, petit à petit, d'une génération après l'autre. Et donc, on va avoir une réduction des télomères si on ne fait pas attention à ce problème-là. Tout simplement parce qu'il y a à chaque fois quelques nucléotides qui vont manquer sur le brin tardif. Donc, comment est-ce que la cellule elle répond à ça? Elle va répondre avec une enzyme qu'on appelle la télomérase. Mais juste avant ça, c'est important de comprendre que la taille des télomères détermine l'âge des cellules. Donc, plus une cellule a des télomères courts, plus elle est âgée dans un certain sens. Et lorsque les télomères deviennent trop petits, la cellule devient sénescente, c'est-à-dire qu'elle va arrêter de se diviser. Elle sent, c'est une espèce d'horloge qui lui dit à chaque fois quel âge elle a et est-ce qu'elle peut continuer de se diviser. Et à l'exception des cellules germinales, les cellules somatiques de notre corps, certaines cellules souches font un peu exception, mais elles ont une réduction des télomères qui lui permettent de déterminer l'âge, simplement pour arrêter à un moment donné de se diviser, ce qui est important parce que si, et vous allez voir dans quelques minutes, elles continuent à se diviser sans comprendre quel est leur âge, c'est un des moyens, enfin une des raisons pour lesquelles certaines cellules deviennent cancéreuses. Ok. Donc comment est-ce que les cellules germinales et comment est-ce que certaines cellules répondent à ce problème pour maintenir la taille des télomères? Donc les télomères, comme on l'a dit, ne contiennent pas de gènes, c'est des séquences répétées, donc elles sont juste là pour protéger le reste du chromosome. Donc tout ce qu'il faut, c'est amplifier, continuer de produire cette répétition à l'infini, finalement. D'accord? On peut voir ici que ce bout de télomère que j'ai dessiné ici, c'est une séquence TTAGGG qui est répliquée plein de fois, donc juste 6 nucléotides. Pour anticiper le problème de la réduction des télomères, une enzyme qu'on appelle la télomérase en augmente leur taille. Donc comment est-ce qu'elle fait ça? La télomérase, c'est une polymérase. Attention, cette fois, c'est une polymérase qui polymérise de l'ADN, donc c'est une ADN polymérase, mais elle a un chablon ARN. Donc c'est une ADN polymérase ARN dépendante. Elle ne prend pas n'importe quel ARN, elle a intégré dans sa structure un template. Le chablon, elle l'amène avec elle son chablon ARN, sa matrice ARN pour augmenter la taille des télomères. Donc, vous voyez le chablon ici en bleu, vous voyez que c'est de l'ARN. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de T, il y a des U à la place. Donc ça nous montre que c'est de l'ARN. Et vous avez un appariement, tout simplement, du G avec le C, du T avec le A, du A avec le U et du G avec le C. Donc là, ce petit bout-là du chablon agit comme une forme d'amorce. D'accord? Le petit bout qui est ici, qui se lie avec le chablon, agit comme amorce. Et en fait, cette polymérase, donc cette télomérase, tout ce qu'elle a à faire, c'est étendre le brin noir ici pour qu'il copie le chablon et qu'il s'étende un tout petit peu. Donc c'est exactement ce qu'elle va faire. Elle va synthétiser dans une direction, ok, 5', 3', et elle étend, elle copie son propre chablon, et elle a étendu un tout petit peu le brin d'ADN ici. Une fois que le brin est étendu, ça va laisser de la place pour pouvoir avoir une primase qui vient, qui fait une amorce d'ARN, qui fait un fragment d'Okazaki, qui est lié avec le suivant. L'amorce vient ici, et ensuite on va produire un nouveau fragment d'Okazaki. Et avec ça, on a évité de réduire l'extrémité du chromosome. Ici, je vous ai mis une petite... la télomérase, alors, il n'y a pas besoin de comprendre ça dans les détails, c'est juste pour vous montrer que c'est une protéine très particulière, parce que c'est une protéine... Déjà, ce n'est pas qu'une protéine, il y a plusieurs protéines, il y a la télomérase, mais il y a plein d'autres petites enzymes qui viennent s'attacher, mais le tout est lié par une énorme molécule d'ARN. C'est une protéine qui est liée avec un ARN, et dans cet ARN, il y a la petite matrice qui nous a été très utile pour augmenter la taille du télomère ici. C'est donc un mix quelque part entre de l'ARN et une protéine. Maintenant, quelle est finalement l'activité de cette télomérase? Elle est principalement dans les cellules souches et les cellules germinales. Pourquoi ces deux types de cellules? La cellule germinale, par définition, c'est la cellule, on va dire, immortelle, parce que c'est la cellule qui permet d'une génération à l'autre de produire des nouvelles générations. Donc, dans une cellule germinale, vous ne pouvez pas vous permettre de réduire la taille des chromosomes. Et dans les cellules souches sont des cellules, c'est un pool de cellules qui va permettre de produire des cellules différenciées. Donc celles-là aussi doivent garder une taille relativement intacte.
Vous avez besoin de régénérer votre peau, vous avez besoin de régénérer plein de tissus différents. Dans ces cellules souches qui servent à produire des nouveaux types cellulaires spécialisés, la taille des télomères est relativement intacte. Donc vous avez cette activité de la télomérase dans ces deux types cellulaires, en gros, les cellules souches et les cellules germinales. Et elle se fait principalement, bien entendu, dans la phase S, quand les chromosomes sont en train d'être dupliqués, mais on a aussi détecté un petit peu dans d'autres phases du cycle cellulaire, typiquement G2, donc après la phase S, ou M au moment de la division mitotique, mais c'est plutôt marginal. Donc, si on prend des personnes normales, tout simplement, vous pouvez voir qu'en fonction de l'âge, dans une cellule somatique, on a une perte de la taille de ces télomères. Donc, vous avez ici en kilobases, en 1000 paires de bases. Vous pouvez voir qu'une personne moyenne à la naissance a des télomères qui font en moyenne 10 000 paires de bases et qu'en moyenne, ceux-ci se réduisent à 6 à 6 000 ou quelque chose comme ça chez une personne moyenne. Mais bien entendu, dans la population, on a des distributions avec des gens qui ont des télomères très courts et d'autres qui ont des télomères beaucoup plus longs. Mais on peut voir que certaines maladies qui sont fondamentalement liées avec une entrée en sénescence précoce de certaines cellules, je ne vais pas rentrer dans les noms, mais vous avez ici la dyskératose congénitale, typiquement, dans ces cellules-là, vous trouvez des tout petits télomères. Simplement, la cellule, elle a remarqué qu'elle a des tout petits télomères, elle croit qu'elle est très âgée et elle rentre dans une forme de sénescence trop tôt, ce qui induit différents syndromes, différents organes qui sont touchés. Donc ça, c'est quand on a des télomères trop courts. Donc on a une perte de fonction de la télomérase. La télomérase ne fonctionne pas bien ici. À l'inverse, le gain de fonction de la télomérase est très associé au cancer. C'est un peu petit, mais vous pouvez voir ici, typiquement dans la première ligne, vous avez le cancer de la vessie. Vous pouvez voir qu'entre 47 et 85% de ces cancers ont une mutation dans le promoteur du gène de la télomérase. Pourquoi je dis le promoteur ? Parce que si vous aviez une mutation dans la télomérase, vous aurez tendance à avoir une perte des chromosomes. Mais dans ces cancers, vous avez une augmentation de la taille des télomères parce que la télomérase est trop active. Vous n'avez pas une mutation dans la séquence de la télomérase, mais dans son activité. C'est-à-dire que si vous changez l'activité du promoteur, vous allez avoir plus de télomérase dans la cellule. Elle va avoir tendance à faire plus, ça va plutôt élonger la taille des télomères. Donc vous avez vraiment une mutation qui change la quantité de télomérase que vous avez dans les cellules ici. Ce n'est pas forcément une mutation qui cause le cancer, mais c'est une mutation qui va accompagner le développement, qui va permettre de gagner on va dire, en efficacité pour les cellules cancéreuses. On va finir le cours sur une série d'applications. D'abord quelques petites molécules, mais surtout une qui s'appelle la PCR. Donc, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais c'est une technique qui a été développée à partir de tout ce que je viens de vous montrer aujourd'hui, et qui permet de détecter certaines séquences spécifiquement dans l'ADN. Et d'abord, on va commenter la réplication comme cible thérapeutique. D'accord ? Donc, il y a plein de contextes dans lesquels si vous pouviez bloquer la réplication soit de certaines cellules, typiquement les cellules cancéreuses, soit de certains types de virus ou de bactéries, vous seriez très heureux parce que si vous bloquez ça, vous pouvez avoir effectivement un médicament qui permet de soigner. Donc, si vous voulez bloquer la réplication, il y a plusieurs façons de le faire. Une des façons qui est le plus directe et le plus simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des analogues de nucléotides, de nucléosides, pour le coup. Et dans ces analogues, ce que vous avez ici typiquement une thymine normale. D'accord ? Vous avez le carbone 3'OH sur lequel, normalement, vous polymérisez et vous allez venir brancher les nouveaux nucléotides lors de l'élongation de la réplication, de la chaîne en croissance. Maintenant, vous pouvez utiliser l'AZT, l'azidothymidine, et là, vous n'avez plus un groupe OH, mais vous avez un groupe azide, et ce groupe azide rend ce carbone en quelque sorte intouchable. Vous ne pouvez plus rien y brancher dessus. Donc, lorsque vous avez l'élongation de la chaîne, d'accord, vous rajoutez cet analogue de nucléotide, hop, vous l'avez mis dans la chaîne, donc vous avez obtenu une nouvelle chaîne comme ça, avec en dernier votre analogue de nucléotide et son petit groupement azide qui est ici. Le fait qu'il y ait ce groupement azide fait qu'il n'y a aucun autre nucléotide qui va pouvoir venir se rajouter à cette chaîne. Donc vous avez complètement bloqué ici la capacité de la chaîne de s'élonger. Et typiquement ici, c'est utilisé comme médicament anti-VIH. Ça perturbe particulièrement la duplication du virus chez un adulte.
Et voilà. Donc il faut bien entendu trouver le bon dosage, parce que si vous en donnez trop, ben, vous allez bloquer toutes les élongations chromosomiques d'ADN qui ont lieu dans les cellules d'un individu. Si vous n'en donnez pas assez, vous n'avez pas d'effet. Bien entendu, ce n'est pas un bloquant complètement permanent. La cellule, elle va voir qu'il y a un problème, elle va venir, elle va aller enlever ce nucléotide, puis elle va redémarrer. Mais ça met des bâtons dans les roues des virus, du virus en particulier. Vous avez une quinzaine d'autres analogues qui existent. Je vous donne juste des exemples. La déoxycytidine que vous avez ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous l'utilisez comme chimiothérapie, tout simplement parce qu'elle va aller bloquer les cellules qui ont leur génome qui est en réplication rapide, typiquement les cellules cancéreuses. Ou vous avez la cycloguanosine qu'on trouve dans toutes les pharmacies assez facilement, qui bloque simplement l'herpès. Simplement, exactement par le même principe que ce que je viens de décrire, c'est-à-dire en bloquant l'élongation de la chaîne, s'intégrant dans la chaîne et en bloquant ensuite les étapes suivantes. Ensuite, vous avez les inhibiteurs d'enzymes créant une instabilité génétique cytotoxique. D'accord ? Donc là, typiquement, on prend avantage du problème topologique, qui était l'un des chapitres d'aujourd'hui, où simplement, à un moment donné, quand on est en train d'ouvrir toutes ces molécules d'ADN double brin partout, on a des surtensions qui se font dans la cellule, et ces surtensions sont bloquées, sont résolues par les topoisomérases 1 et 2. Donc si vous bloquez ces topoisomérases, vous laissez ces surtensions, et ça va induire des cassures double brin, ça va induire une instabilité génétique typiquement, qui fait qu'il y aura plein de mutations et qui va tuer éventuellement la cellule. Donc vous pouvez utiliser par exemple dans les cancers de nouveau un inhibiteur comme l'irinotecan, qui est un inhibiteur de la topoisomérase 1. Vous avez ici un inhibiteur pour la topoisomérase 2, mais qui est un antibiotique. Quand c'est un antibiotique, c'est presque encore plus facile parce que la topoisomérase 2 de la bactérie, elle ne ressemble pas exactement à la topoisomérase 2 humaine. Donc vous pouvez même avoir un médicament qui est très spécifique à la topoisomérase 2 de la bactérie. Vous n'allez pas affecter les processus normaux, donc vous allez avoir beaucoup moins d'effets secondaires chez l'humain, tout simplement en détruisant la capacité catalytique d'une topoisomérase 2 bactérienne uniquement. Et je vous donne un autre exemple ici, un autre médicament anti-cancer qui est un bloqueur de la topoisomérase 2, mais cette fois humaine, donc cette fois qui vient évidemment avec une série d'effets secondaires. Ok. On va passer maintenant à la PCR. Donc la PCR, c'est une technique extrêmement simple. Elle se base à peu près sur ce qu'on a vu tout au début du cours, sur comment est-ce que je peux répliquer de l'ADN dans mon tube à essai, mais elle a été ingénierisée pour pouvoir copier de l'ADN à volonté. En gros, c'est une énorme photocopieuse à ADN. Vous pouvez détecter n'importe quel type d'ADN que vous voulez dans une solution. Ça peut être très important si vous cherchez un certain type de pathogènes, typiquement, vous pouvez utiliser ça. Si vous cherchez un certain type de séquence, une séquence qui aurait une mutation, vous la cherchez, eh ben, vous pouvez utiliser la PCR pour l'amplifier et la voir. D'accord ? Petite note, la PCR a été inventée, normalement on ne donne jamais de prix Nobel pour une méthode, un développement de méthode. Il y a un peu de dédain par rapport à ça, on veut un mécanisme important en médecine ou en biologie qui explique quelque chose sur le fonctionnement du monde, on ne donne pas pour une méthode. Mais pour le cas de la PCR, c'est peut-être la grande exception. Simplement, cette méthode a tellement révolutionné le monde du diagnostic, et vous verrez dans plein d'autres étapes pour la recherche, etc., qu'ils ont en quelque sorte pas eu le choix que de donner un prix Nobel pour cette méthode. Donc, vous voulez amplifier une région cible. On va dire, vous voulez détecter si dans le sang d'un patient, il y a une bactérie, par exemple. Vous pouvez simplement le détecter en utilisant la PCR. Donc, vous avez votre région cible, et ce que vous avez besoin, c'est la première étape, c'est de produire de l'ADN simple brin. On l'a vu tout à l'heure, c'est ce qui est important. Donc, première chose, pour produire de l'ADN simple brin, comme on l'a vu dans le cours précédent, on chauffe, on dénature. On a maintenant, à partir d'une molécule double brin, on a 2 molécules simple brin. Et en étape 2, ensuite, on va refroidir, mais cette fois, ce qu'on a mis dans le mix, c'est ce qu'on appelle une paire d'amorces, tout simplement, 2 amorces qui sont aux extrémités de la région qu'on aimerait amplifier. Je vous rappelle que ça, c'est la région qu'on aimerait amplifier ici, région cible. Et bien, on a designé des petites amorces chimiquement, on les a fait construire chimiquement, qui vont aller se lier grâce à leur complémentarité aux 2 extrémités
de la séquence qu'on aimerait amplifier. Donc on refroidit, et en refroidissant, ces amorces, elles vont venir se lier tout simplement à leur séquence cible. Étape 3, on utilise une polymérase. Cette polymérase, elle va simplement étendre ces amorces jusqu'au bout du fragment sur lequel elle est. Donc là, on a besoin de l'ADN polymérase, on a besoin de nos 4 nucléotides ou nucléosides triphosphate, et c'est comme ça qu'avec ça, on va pouvoir obtenir ça. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il y a il y a quelques problèmes d'ingénierie, et c'est pour ça que cette méthode, elle est magnifique. C'est que une des problèmes principaux que vous avez ici, c'est que vous êtes en train de chauffer en permanence. Vous chauffez pour dénaturer les brins, okay, vous refroidissez, vous rechauffez pour polymériser. Si vous chauffez pour dénaturer les brins, vous chauffez à 95, 98 degrés. Donc il faut trouver une ADN polymérase qui est dans votre mix, qui tient à 98 degrés, hein, qui ne se dénature pas à 98 degrés. Donc pour ça, les scientifiques ont été regarder ce qu'on appelle des organismes extrémophiles qui vivent dans les fonds marins où il y a des réactions volcaniques où les températures sont énormes, et ils ont identifié Thermophilus aquaticus, qui est une des bactéries qui vit là et qui supporte aisément ces températures-là. Elle a typiquement évolué toutes ces enzymes pour qu'elles puissent survivre à ces températures. Et donc elle a une polymérase qui s'appelle la TAC polymérase, qui est capable de soutenir de telles températures et qui peut être utilisée dans cette réaction. Donc voilà, avec ça, on a un mécanisme très très simple où on peut amplifier de l'ADN. Donc là, on est parti de une molécule double brin, et on a fini avec 2 molécules double brin. On n'a fait qu'une copie. L'idée, c'est que vous voulez en faire plus, parce qu'avec 2 copies, vous n'allez pas être vraiment très avancé. Donc ce que vous faites, c'est que vous multipliez ce genre de cycle. Donc vous avez les produits de votre premier cycle, et vous refaites un deuxième cycle, avec exactement la même méthode que tout à l'heure. Vous avez tout qui est dans le milieu. Vous avez vos amorces qui sont là, qui viennent s'apparier, votre polymérase, vos DATP, etc. Tout va venir. Et donc, dans le deuxième cycle, vous allez partir de 2 molécules, mais cette fois, vous allez finir avec 4 molécules double brin. Okay, et ainsi de suite. Donc, vous faites ici le troisième cycle et vous allez 8 double hélices. Et typiquement, ce que vous faites quand vous faites une PCR, c'est que vous n'en faites pas 8, vous n'en faites pas 3, vous en faites 30, 35, 40 de ces cycles. Donc, en fait, pour calculer le nombre, l'efficacité et le nombre de réplications que vous avez, c'est juste 2 à la puissance du nombre de cycles que vous faites. D'accord ? Vous êtes ici après 3 cycles, vous êtes à 2 puissance 3. Comptez, si vous êtes à 35 cycles, vous êtes à 2 puissance 35 copies de la molécule originelle, si tout a bien fonctionné. Bien entendu que ça ne marche pas toujours parfaitement, mais vous avez déjà un ordre d'idée du taux d'amplification que vous avez. Et ensuite, vous avez vraiment une quantité d'ADN avec laquelle vous pouvez travailler. Parce qu'au début, vous avez une molécule, c'est un peu faible. Avec toutes ces molécules-là autour, vous pouvez commencer à les manipuler chimiquement, etc. Donc, on voit tout de suite ici qu'il y a un intérêt, bien entendu en recherche, mais il y a aussi un intérêt important, simplement en diagnostic, pour détecter la présence de quelques bactéries dans du sang, de virus dans du sang, etc. Maintenant, il est possible d'avoir un petit add-on sur cette molécule qui a été rendu possible dans les dernières années, c'est-à-dire de la rendre quantitative. Donc si je rends les produits de la réaction fluorescent, il est possible de suivre la réaction en temps réel. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, j'ai une réaction qui est de type logarithmique, on l'a vu. Donc, je rends les produits de la réaction fluorescents. Ici, ce que vous voyez, c'est simplement qu'à un moment donné, la machine dans laquelle je fais ma réaction commence à détecter un peu de signal. Au début, on a dit 8 molécules, 16 molécules, c'est très peu de molécules. On ne va pas avoir de la fluorescence avec 16 molécules, si vous les rendez fluorescentes. Mais quand vous commencez à en avoir 1000, 2000, peut-être que tout d'un coup, vous commencez à voir quelque chose. Un laser, un détecteur peut commencer à voir cette réaction qui apparaît, qui monte, jusqu'à ce que le détecteur soit en gros saturé de fluorescence. Donc, il ne va plus pouvoir détecter. Donc, vous allez pouvoir voir en temps réel, dans une machine, l'arrivée, l'accumulation de ces produits de copies. Okay ? Et l'idée est très simple, c'est que plus vous avez de matériel, plus il est abondant, okay ? Plus au départ, si vous ne partez pas avec une copie, mais avec 1000 copies de départ, eh bien, vous allez voir plutôt un signal qui apparaît sur la machine. Simplement, vous allez arriver plutôt à avoir un peu de signal fluorescent. Par contre, si votre matériel est beaucoup moins abondant,
d'accord? Il va falloir faire plus de cycles pour commencer à voir quelque chose avec la machine. C'est ce qu'on appelle la QPCR, la PCR quantitative. Donc vous avez tout simplement ici le nombre de cycles que vous avez. Donc on voit qu'on va jusqu'à 40. Et vous avez ici la fluorescence. Et vous voyez que certaines des réactions, elles sortent déjà au cycle numéro 16. Vous avez déjà beaucoup d'effets. Ça veut dire qu'à la base, vous aviez beaucoup de molécules au départ de la réaction, alors qu'ici, vous en avez un peu moins. Et donc, vous voyez la fluorescence arriver 6 cycles plus tard au CT22. Pour donner un exemple vraiment très pratico-pratique, on a tous, je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà eu droit à ce diagnostic pour le Covid. Ce que vous voulez savoir, c'est typiquement, est-ce qu'il y a beaucoup de virus dans le nez ou est-ce qu'il y en a peu? Et avec cette méthode-là, c'est très facile de faire la différence. On fait un prélèvement nasopharyngé, on prend les virus qu'il y a dedans. Comme le SARS-CoV-2 est un virus à ARN, il va falloir faire une petite feinte, c'est-à-dire qu'on extrait l'ARN, mais on en produit, on en produit de l'ADN, d'accord? Donc ici, en jaune, j'ai obtenu mon ADN qui était dans les muqueuses du prélèvement, et ensuite, je fais ma QPCR. Si j'avais beaucoup de virus, très rapidement, je vais commencer à avoir du signal qui sort. Je vais être très abondant. Donc, je suis sur un cycle plutôt précoce, comme celui de 16 dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, je suis très abondant. Par contre, si j'ai très peu de virus, ou quasiment pas de virus, eh ben, il va falloir beaucoup plus de cycles pour que j'obtienne un signal, pour que j'obtienne suffisamment de produits copiés pour que ce signal arrive. Et du coup, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir le détecter. Donc, en regardant les courbes, si vous voulez, d'amplification, je vais pouvoir définir si j'ai beaucoup ou peu de virus dans le matériel de base, beaucoup ou peu de matériel génétique dans mon échantillon, tout simplement. Et avec ça, on a fini. Voilà. Merci. Ah non, c'est bon, je vais basculer, vous inquiétez pas. Tac, tac. Comme ça, de manière que je vous laisse commencer tranquille.
C'était l'ADN, la réplication de l'ADN.